Bon, pour parler sur l'inertie, on va commencer par l'impulsion et la quantité de mouvement. Donc, on connaît bien la deuxième loi de Newton, qui est égale à F est égal à ma, et a c'est l'accélération, c'est delta v sur delta t. Donc, la variation de delta v par rapport à delta t, c'est une variation vectorielle. Donc, c'est une quantité vectorielle. Donc, ça fait delta vx sur delta t, i, delta vy, delta t, j, et la même chose pour la direction z, k. I, j, k, ce sont des vecteurs unitaires suivant l'axe des x, des y et des z. Pour une force constante qui est appliquée à un objet pendant un intervalle du temps delta t, F, les composants de force, bien sûr, F, c'est une quantité vectorielle, donc c'est trois composants, Fx, Fy, Fz, ça s'écrit M delta Vx sur delta t, M delta Vy sur delta t, et pour Fz, M delta Vz sur delta t. Je fais le produit croisé pour les trois équations que j'ai obtenues, enfin, que j'obtiens. Fx delta t est égal à m delta Vx, Fy delta t est égal à m delta Vy, et la même chose pour la direction de z, Fz delta t, m delta Vz. Ici, je reconnais une quantité F, c'est-à-dire dimension de Newton fois seconde. Donc, ça, je l'appelle impulsion. Donc, impulsion suivant l'axe des x, impulsion suivant l'axe des y, et l'impulsion suivant l'axe des z. Et dans un diagramme où, bien sûr, f est constante pendant l'intervalle du temps, si je présente le temps t, initial à t final ici, là, et puis, cette partie huraire représente l'impulsion, c'est un diagramme dont la surface est en dimension de newton seconde, newton fois seconde. OK? Ici, c'est l'intervalle du temps initial jusqu'au temps final. Alors, I s'écrit IX de façon vectorielle, I plus YJ plus IZK. Impulsion sur un objet dont on applique une force constante pendant un intervalle du temps delta t. Bien sûr, si la force varie à ce moment-là, on introduit l'intégrale, c'est-à-dire les valeurs infinitésimales de delta Vx et puis delta Vy, delta Vz, ainsi que le temps instantané. Et puis on obtient toujours par le calcul de l'air l'impulsion. OK? Donc on passe à la page suivante. Je garde ceci pour aller sur la quantité de mouvement. Donc, Ix, comme on le voit ici, c'est égal à Fx delta t est égal à m delta Vx, qu'on verra que ça, on l'appelle quantité de mouvement. Alors, delta Vx, bien sûr, c'est Vx final moins Vx initial. Donc, ce que je n'ai pas besoin. Donc, x est égal à m, vx, comme je remplace delta vx là, ici, et puis je fais introduire le m, donc ça fait m v, vx final moins m vx initial. Là, je vois une nouvelle quantité encore, qui est la masse fois la vitesse, qui est très important. Je le nomme Px final, et là, je le nomme Px initial. OK? Donc, ça fait P delta X, c'est-à-dire Px, par définition, ça fait mVx, et ça, c'est la quantité de mouvement. Ix, bien sûr, est égal à
delta Px, Iy est égal à delta Py et Iz est égal à delta Pz. Alors, comme j'ai la valeur de I de façon vectorielle, je vais introduire ici là, delta Px, delta Py, delta Pz. Donc, I est égal à delta Pxi plus delta Py, J plus delta Pz, K. Alors, comme on sait que delta Px, c'est de Px final, je le mets par 2, donc P de x moins P1x, P de y moins P1y, P de z moins P1z. Bien sûr, I, J, K, ce sont trois vecteurs unitaires qu'on connaît très bien. Ce sont des vecteurs unitaires x, y, z. Et puis, je vais arranger par 2 et 1, c'est-à-dire les quantités de mouvement qui sont finales, je le mets ici, et initiales, je l'arrange ici. Donc, ça fait deux parenthèses séparées, P1 et P2, et I est égal à P2 moins P1, ok, de façon vectorielle. Donc, I est égal à delta P. Ça, c'est le théorème de quantité de mouvement. Je répète que ce théorème-là, c'est très important. On va voir le principe de conservation de la quantité de mouvement. Je continue. Donc, d'autre part, on sait que I est égal à F delta T. On en déduit quoi? On en déduit que F delta T est égal à delta P. Donc, on peut écrire la seconde loi de Newton d'une autre façon. C'est-à-dire F est égal à la variation de la quantité de mouvement par rapport au temps. OK? Donc, ça, c'est-à-dire, c'est la force, c'est la variation de la quantité de mouvement, je répète, par rapport au temps. Et puis, F est la force résultante appliquée sur un objet. Donc, je répète que F ici, c'est la force résultante, comme on a vu dans le deuxième loi de Newton, deuxième principe de Newton. Donc, si la force résultante est nulle, soit nulle, à ce moment-là, la force nette qui est nulle, delta P, ce serait égal à 0. Alors, cela signifie que P final moins P initial est égal à 0. Autrement dit, P final est égal à P initial. Mais attention à une chose, ce que P, c'est une quantité vectorielle. Donc, ça, je marque attention, la quantité de vecteur P est un vecteur, et cela implique que P final x est égal à P initial x, c'est-à-dire dans chaque direction, il faut faire la comparaison avec la direction bien sûr pertinente, là. PF y est égal à P initial y, et P final z est égal à P initial z. Ça, c'est la conservation de la quantité de mouvement. OK? Donc, on continue. Et donc, on va revoir la première loi de Newton, qui est connue sous le nom de la loi d'inertie, et connue sous le nom de la loi d'inertie, et puis que si la force externe nette sur un objet est nulle, alors la vitesse de l'objet est constante, grandeur et la direction. OK? Donc, autrement dit, par le principe d'inertie, la quantité de mouvement restera constante s'il n'y a pas de force externe. Juste un exemple pour terminer. Bon, on termine avec cet exemple-là, exemple d'une personne sur des chaussures à roulettes, là, une wagon
qui est montré à 4 temps différents. C'est une seule wagon qui commence avec la vitesse nulle. Et quand le wagon avance avec une accélération constante, c'est-à-dire une augmentation de la vitesse au cours du temps, la personne gardera la même position, tout simplement, parce que il veut garder l'inertie constante. Donc, c'est c'est le principe de conservation de quantité de mouvement qu'on appelle le principe d'inertie. Merci.